Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut les petits farfadets huileux, c'est Bob Zombie, l'odieuse synthèse de la gaudriole et de la technologie, aka le défraculateur de comics, qui une fois de plus vous propose un voyage dans le temps, histoire de fuir quelques minutes vos soussailles, votre décrépitude et vos relâchements cutanés. Je serai accompagné dans cette vidéo du prototype de la femme Ultra F, avec tous les attributs de la féminité et de l'érotisme, j'ai nommé Scarlett. Salut les darons grisonnants. Aujourd'hui on suit les aventures de ce cher Norrin, laissé en rade sur sa planche albâtre, depuis qu'il a voulu la faire à l'envers à son maître, le cornu Galactus. À ton avis, y a quoi sous son gros pagne cosmique? Je sais pas, le rouge à lèvres de ta mère? Eh oh, comment tu parles toi? Tu peux pas tester. Pardon grosse. J'ai déjà traité avec engouement de la première intégrale Panini consacrée aux surfeurs d'argent dans un mag il y a à peu près 4 ans. On s'est bien fait chier, hein. Vas-y, reste tranquille toi. Et je ne résiste pas à vous remontrer cette intégrale 1966-1969 de façon virile et ostentatoire car j'ai envie de vous faire un gros plaisir. Elle regroupait les premières apparitions du petit gars cosmique dans les pages du Fantastic Four ainsi que les 6 premiers épisodes de sa première série régulière intelligemment appelée Silver Surfer. Tu vois que les gars ont vraiment mouillé la chemise pour trouver un titre aussi péchu. 1970, c'est la fin d'une époque. On dit souvent que l'âge d'argent des comics touche à sa fin. C'est quoi? C'est Fur. Arrête avec ça, t'es chiant. Il s'agit de cette époque, entre les années 50 et les années 60, qui vit l'avènement des super-héros. Magique et ruisselant d'ingéniosité, Jack Kirby avait révolutionné l'imagerie du comics depuis les années 60, et v'là-t-il pas que le gars se casse de chez Marvel avec la gueule enfarinée en 1970, provoquant ainsi la fin de l'une des périodes les plus créatrices de l'univers de Marvel. Pourquoi tu nous racontes ça, gros? Parce qu'il faut replacer la série du Surfeur d'argent dans ce contexte. Grosse période de malaise pour les super-héros de chez Marvel, puisque les X-Men disparaissent à cause de ventes trop faibles, et si la série renaît pour une réimpression, aucune nouvelle histoire ne sort pendant 5 ans. Est-ce que je peux ajouter un truc? Alors non. En août 70, Kirby signe son dernier numéro complet des Fantastic Four et son dernier Thor. Alors, la série du Surfeur d'argent avait-elle toutes ses chances de survivre dans une maison des idées aussi troublée? Plutôt casse-gueule, non? Le Surfeur d'argent, c'est la chose du père Stan Lee. Et est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé ce qu'aurait pu être le Surfeur d'argent sans Stan Lee? Non. Et ben moi non plus. Mais on ne peut pas reprocher l'enthousiasme du vieux Stan qui avait réussi à persuader son éditeur de lancer une série bimestrielle avec des histoires 2 fois plus longues que d'ordinaire. Malheureusement... C'est l'adverbe de malheur. Oui, Scarlett. Et donc, malheureusement, le public ne fut pas au rendez-vous. Et Stan Lee, dégoûté de sa race, devant ce manque de suivi, du lectorat ingrat, dut revenir à l'ancienne formule d'une série plus super-héroïque que philosophique, avec un retour à un standard de 20 pages au lieu du double. Pourtant, une bonne longueur, ça peut être sympa. Moins d'1 mètre, c'est la bonne taille. C'est comme les vidéos sur YouTube, faut pas dépasser les 10 minutes, sinon tout le monde décroche, hein? Parce que c'est ça le monde d'aujourd'hui, hein? Pas capable de se concentrer plus de 3 minutes, hein, bande de bolosses. Or donc, cette intégrale velue commence avec un épisode de 40 pages, c'est-à-dire l'ancien format ambitieux de Stan Lee, avec l'épisode du Silver Surfer numéro 7 d'août 1969. Faut imaginer que c'était un format géant comme Marvel. Que vous avez pu lire autrefois, bande de petits fripons racornis, dans les Nova 13 et 14 de février et mars 1979, mais aussi pour les boomers dans le Strange 1 et 2 en janvier et février 1970. Bon et alors t'imagines bien ma gueule que Lug a censuré comme à son habitude et coupé comme un sagouin cet épisode où le surfeur d'argent pleurnichard affronte l'héritier ravagé du bulbe de Frankenstein. Un abruti qui va créer le Frankensurfer, le double du surfeur. Concept audacieux. Puis retour aux épisodes de 20 pages dans le 8ème Silver Surfer datant de septembre 1969, écrit par Stan Lee et dessiné par John Buscema. John! L'occasion pour nous de découvrir le surfeur se friter avec le Hollandais volant qui est en fait la marionnette de Mephisto, le véritable premier grand ennemi de ce pauvre Norrin. Cet épisode qui relève plus du récit d'horreur que du super-héroïque a pu être lu par les Français dans le Nova numéro 15 d'avril 1979 ou dans le Strange numéro 3 en mars 70 avec sa bichromie dégueulasse et son découpage de planches fait avec le cul. Non mais regardez-moi ça, ça devrait être interdit par la Convention de Genève. Moi je veux bien être tolérant et progressiste, mais là c'est abusé. Et je peux savoir pourquoi il y a une endive au jambon à l'arrière-plan ? Ce pétage de stick entre Norrin Radd et le Hollandais se termine dans l'épisode 9 d'octobre 1969, lu là encore dans le Strange numéro 4 d'avril 1970 ou le Nova numéro 16 de mai 1979.
L'épisode 10 du Surfeur d'Argent, datant de novembre 69, quitte le registre du récit d'épouvante pour revenir à du classique super-héroïque. L'histoire tourne sur l'intrigue amoureuse avec la pulpeuse Chalabal, belle et irradiante de sexualité, qui n'a pas renoncé à se faire ratisser le bunker, mais arrivée sur Terre, elle doit se rendre compte que son bien-aimé n'hésite pas à rouler des galoches à la première naïade excitée du pétou qu'il trouve. On est à la limite du viol buccal. Je vous laisse saigner des yeux avec les planches du Strange numéro 5, et les lecteurs plus chanceux ont pu quand même voir moins merdique dans le Nova numéro 17. Alors il faut que vous le sachiez, pas seulement dans un sachet, le titre de cette histoire, A World He Never Made, est tiré d'un poème d'Alfred Edward Hausmann. J'en ai rien à foutre. Puis l'intégrale Panini nous propose le 11e épisode datant de décembre 69, où le Silver Surfer retrouve Chalabal pour un hypothétique transfert de pistil en jouant un cache-tampon dans les replis. C'est élégant. Les voilà à nouveau séparés quand la belle en cuisse est grièvement blessée et le petit gars argenté est obligé de renvoyer sa meuf chez elle pour qu'elle puisse guérir. Le titre Oh Bitter Victory avait déjà été utilisé par Stan Lee dans le Spider-Man numéro 60 en 1968 et par Jerry Conway dans le Thor 234. On peut dire que tu fais des recherches, gros, quand même, hein. Ah bah oui, et d'ailleurs laisse pause blow et abonne-toi. Pour en revenir au Silver Surfer numéro 11, il s'agit d'un épisode larmoyant à souhait qui est paru dans le Strange numéro 6 en juin 70, dont la belle couverture ne vous laissera pas indifférent, d'autant qu'elle est aussi celle de cette intégrale Panini. C'est dingue quand même, hein. T'es ironique là? Bah oui, du coup. Sinon ma gueule, tu as pu voir cet épisode dans le Nova 18 de juillet 1979. Passons à présent, si vous le voulez bien, et même si vous ne le voulez pas, au 12e épisode du Silver Surfer, sorti en janvier 70, où le petit gars affronte l'abomination. Vous savez, cette doublure maléfique de Hulk, qui bien que puissante, n'est pas de taille pour défoncer la rondelle au surfeur. Un épisode qui fait tout de même le café et que vous avez pu voir dans le Strange numéro 7 de juillet 70 et dans le Nova 19 d'août 79. Bon, et alors excusez-moi, mais l'abomination qui est verte dans le comics original ne le sera jamais une seule fois dans le Strange. Lug lui en fera voir de toutes les couleurs, allant de l'horrible orange au bleu, mais jamais en vert. Sérieux les mecs, je sais bien que vous aviez peur de la censure catho-bolchevique, mais bon, c'est pas sérieux, alors je m'excuse, mais merde. Je te trouve incisif. Puis l'album Panini nous propose le 13e épisode datant de février 1970, vu dans le Strange numéro 8 et le Nova numéro 20. Le surfeur affronte Doomsday Man, sorte de robot inutile et totalement pété du pétou, qui rend bien fade cette histoire sans surprise, avec une émulation au poil de cul. Parce que pourrait faire un robot face à un mec qui maîtrise le pouvoir cosmique? Rien. Et ben voilà. L'épisode 14, datant de mars 1970, n'est pas non plus très excitant, et très amène, je vous le confesse, même si Speedy arrive en guest star dans ce récit, il n'y a pas de quoi nous créer le moindre boss dans le futal. Quel poète, gros. On dirait du Jean-Michel Baudelaire. Cette fille déconne, elle est pas finaude, cette fille trop bonne, c'est la dernière des ribaudes. Les lecteurs français de 1970 ont pu lire ce récit dans le Strange numéro 9, puis plus tard dans le Nova 21 en octobre 79. Mis à part l'opération commerciale voulue par Stan Lee dans ce récit pour attirer le chaland, l'affrontement avec Speedy est aussi aberrant que les 35 heures. Tu le sens que Stan Lee rame au scénario au point de pouvoir assister à une épreuve d'aviron. Et puis c'est putaclic. Speedy est vraiment introduit au forceps dans cette histoire et ça ne tient pas debout. Tout aussi absurde, l'épisode numéro 15 du Silver Surfer, d'avril 70, voit la Torche se bastonner avec le surfeur. C'est même agaçant de voir ces deux bolosses se mettre sur la tronche durant tout le récit, dans un feu d'artifice de testostérone non contrôlé, et finir avec les regrets du surfeur qui se rend compte que c'est pas bien de se battre, car on finit par se blesser. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Vous avez pu lire cet épisode dans le Strange numéro 10 en octobre 70 ou dans le Nova 22 en novembre 79. Et bordel, la torche humaine en vert, c'est tellement con. Sérieux les gars, je pensais avoir affaire à des professionnels. Eh bien laissez-moi vous dire que votre attitude n'a rien de professionnel. Et entre le petit format de Nova et ce travail pourri dans Strange, je peux vous dire que je suis trop content d'avoir investi dans cette intégrale Panini. Parce qu'il faut pas déconner, merde. Lug a vraiment salopé l'art de boucher. Puis sans crier gare, je ne sais pas pourquoi j'utilise cette expression, l'intégrale Panini nous propose un récit en deux parties tirées du Silver Surfer 16 et 17 de mai et juin 70, où Mephisto, tel un caca collé à la chaussure, vient remettre l'ambiance en proposant au surfeur d'argent de sauver la vie de Chalabal en échange de la destruction du Shield. Je trouve le dessin de Buscema
trop bizarre sur la première page. En voyant ça, ça m'a fait comme une sorte de Histoire. On n'a pas l'impression que c'est lui qui a dessiné, et je soupçonne l'encore Chickstone d'avoir imprégné son style, pourtant il était en CDD d'1 an non renouvelable à l'époque. Ces deux épisodes dynamiques ont pu être lus dans les Strange 11 et 12 en 1970 et dans les Nova 23 et 24 en décembre 79 et janvier 1980. Enfin, l'intégrale Panini nous propose le dernier épisode de la première série du Silver Surfer, l'épisode 18 publié en septembre 70. Le surfeur affronte les Inhumains et est tellement remonté contre la connerie humaine, le petit gars argenté décide de devenir l'ennemi le plus impitoyable de l'humanité. Orientation scénaristique audacieuse, mais casse-gueule. Et la série se termine ainsi avec un surfeur aussi vénère que si on avait peloté sa mère. La dernière page nous invite à investir dans le prochain numéro avec un nouveau Silver Surfer hyper méchant, sauf que le numéro ne sortira jamais. Ah! Si, je te jure ma gueule. De même pour ce 18e épisode, on a la surprise de voir John Buscema remplacé par Jack Kirby au dessin. Le fait que l'épisode est sorti 3 mois après l'épisode précédent, au lieu de 2 mois, laisse penser que la série avait visiblement des problèmes. Probablement des ventes décevantes qui ont conduit l'éditeur à arrêter les frais. Et il faudra ensuite attendre 12 ans pour revoir une histoire du surfeur écrite par Stan Lee et dessinée par John Byrne, le célèbre surfeur d'argent de 1982 en one-shot que les Français ont pu lire dans le top BD numéro 8 chez Lug en 1985. De même, la présence de Jack Kirby pour ce dernier épisode reste un mystère. Pourquoi? Me demanderez-vous? Eh bien parce que Kirby s'était déjà fâché avec Marvel et qu'il avait déjà pris sa décision de partir et d'envoyer chier la maison des idées. Et malgré tout, Kirby accepte de dépanner Marvel alors qu'ils sont en froid. C'est très bizarre de la part de Kirby. Selon le Marvel Mania numéro 2 de 1995, dont je n'ai pu trouver que cette image dégueulasse, il y aurait eu un changement délibéré entre Kirby et Buscema sur la série Thor afin de permettre à Buscema de s'acclimater à la prise de contrôle de la série Thor. Il paraît, toujours d'après ce Marvel Mania, que cela aurait dû être Herb Trimpe qui aurait dû reprendre les dessins à partir du Silver Surfer numéro 19. D'ailleurs, c'est Herb Trimpe qui a fait la couverture du numéro 18. Et alors, cette dernière page, avec le Silver Surfer fou de rage, serait en fait la façon dont Jack Kirby annonce qu'il quittait Marvel, et en d'autres termes, son message adressé à la maison des idées. Pour la faire simple, démerdez-vous sans moi, les bolosses, je me casse. Enfin, l'album Panini propose une histoire bonus tirée de la série Not Brown Edge, datant de mai 1969, et là j'ai rien à dire dessus, parce qu'en fait j'en ai véritablement rien à cuire. Alors que dire de cette intégrale? Si vous aimez ce personnage, vous serez ravi de retrouver ses aventures complètes et non censurées, comme dans les revues lugiennes. Alors par contre, ce que je vais vous dire maintenant est un peu audacieux, je ne vous le cache pas, mais je sais que vous saurez me pardonner ma dissidence. Personnellement, au fil des pages, ce personnage a fini par m'ennuyer. Ah, pourquoi? Car il ne cesse de geindre et de se plaindre. Ça frôle l'agacement après seulement quelques épisodes, et puis son ton moralisateur et la naïveté des récits ont finalement fini par me péter les roustons. T'as envie de lui dire, mais arrête de chialer, bouge-toi, t'as vraiment pas de dignité, hein, tu me dégoûtes, t'es juste un bébé cadom. Je suis pas un bébé cadom. Mais non, c'est pas à toi que je cause, abruti. Alors par contre, je serais d'accord avec vous si vous me dites que ces histoires n'avaient jamais été écrites à l'époque pour être rassemblées dans un recueil et que leur format feuilleton impliquait de les écrire avec des rappels constants du lore du surfeur, car chaque épisode avait été réalisé pour des lecteurs occasionnels qui ne suivaient pas forcément la série. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lire d'une traite l'intégrale comme je l'ai fait te donnera une impression de redondance et de lourdeur. Sinon, les dessins sont bons et il y a de bonnes idées avec cet enfoiré de Mephisto, mais bon, ça ne suffit pas à faire oublier que Stan Lee a un peu trop voulu se la jouer sérieux en donnant un ton assez grave à la série, et c'était vraiment casse-gueule quand on y réfléchit. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Investir dans cette intégrale vous fera moins mal au cul qu'un voyage en Thaïlande. T'es vraiment un poète, man. J'ai un don naturel pour l'élégance et la simplicité, oui ça j'avoue. Cette review est maintenant terminée, dites-moi ce que vous pensez de cette intégrale, restez courtois dans les commentaires, nous sommes entre gens bien et cool, hein. Nous ne sommes pas des enculeurs de maman, alors soignez votre prose. Scarlett, merci. De rien, mon mignon. Un dernier mot peut-être? Pinacothèque. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, à très bientôt les geeks. Je sais où tu te caches. Et c'est que je te bute, enculé. Non, appelle Ramsafri. Appelle Ramsafri. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.